Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire du programme Achat circulaire et solidaire. Je suis Eva Secarelli, métropole du Grand Paris. Et aujourd'hui, on lance une nouvelle série de webinaires qui va porter sur les lauréats des trophées de l'économie circulaire et solidaire, donc des projets qui ont été récompensés par la métropole du Grand Paris dans le cadre de collaboration entre une commune ou un territoire et une structure de l'économie sociale et solidaire sur une thématique d'économie circulaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce premier webinaire qui portera sur le retour d'expérience de la ville de Romainville, qui a pu mettre en place une cantine scolaire 100% fait maison, locale, bio et avec une réduction drastique du gaspillage alimentaire. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à la présentation du programme de ce jour. Comme toujours, on sera avec Hugo Konzelman de l'Institut national de l'économie circulaire pour décrypter les enjeux circulaires et réglementaires autour de la thématique de l'alimentation et de la restauration collective. On passera avec Monsieur Vincent Mercier qui nous présentera son expérience sur l'expérimentation menée entre la ville de Romainville et la SKIC Nourrir l'avenir pour la mise en place de cette cantine très vertueuse. Je reprendrai la main pour vous présenter spécifiquement pour les communes et les EPT de la métropole du Grand Paris les modalités d'accompagnement proposées pour pouvoir dupliquer l'initiative sur votre territoire. On accueillera également Clément Tournier du groupement des agriculteurs biologiques pour présenter les leviers de la commande publique pour un approvisionnement durable en denrées alimentaires. Et puis, comme toujours, on aura une petite présentation par David Paez de l'Agence des économies solidaires sur des portraits d'acteurs qui peuvent vous accompagner dans ce type de projet. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Hugo pour les enjeux circulaires et réglementaires. Merci Eva. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, on va en effet évoquer les enjeux principalement circulaires, mais globalement écologiques et un petit peu sociaux autour de cette question de l'alimentation au sens général et de manière plus précise de la restauration collective, qui est pas un petit sujet parce que au vu des chiffres que ça représente et des secteurs concernés, on est sur un secteur d'emploi et un secteur d'activité qui est un très très gros secteur en France et qui a fait l'objet d'une réglementation qu'on peut qualifier de foisonnante ces dernières années. Donc, il est un petit peu important quand même de se concentrer avant d'entamer les retours d'expérience et autres sur les données et voir un peu de quoi on parle. Alors, vous voyez que la restauration collective en France, ça représente près de 7 millions de repas par jour. C'est 30 milliards de repas par an et environ 110 000 salariés. Alors, ça peut varier un petit peu en fonction des calculs. Là, je vous donne des chiffres d'une étude Xerfi reprise par l'ADEME en 2021. Et ça représente à peu près 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la restauration collective publique et privée, bien sûr. Si on regarde la répartition des repas servis dans les différents types de restauration collective, c'est assez intéressant parce qu'on s'imagine souvent les cantines scolaires, écoles, collèges, lycées, universités, mais on voit que ça représente une part importante, 33,7%, mais pas forcément la majorité. On voit ici que le secteur social et médico-social avec les EHPAD, les maisons de retraite et les crèches, ça représente presque la même chose avec environ 30% des repas pris en restauration collective. Une part non négligeable également dans la santé avec les hôpitaux et tous les établissements spécialisés. Le travail qui finalement, alors moi ça m'a un peu surpris, mais représente pas forcément un si gros pourcentage avec environ 10%.
contre les administrations et les entreprises, et puis d'autres choses un peu divers et variées, mais qui représentent quand même quelque chose d'assez conséquent, 11,5%, avec les centres de vacances, les armées, les prisons, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la donnée brute et la répartition brute de ces repas en France, mais on peut s'apercevoir de cette masse, ce que ça peut représenter et à quel point finalement les acheteurs publics dans tout ça ont un rôle assez fondamental. Un rôle fondamental pourquoi? Parce que mine de rien, ça ne représente pas rien en matière d'impact environnemental, la restauration collective. Alors déjà, en matière de gaspillage alimentaire, c'est une moyenne de 120 grammes par convive par an. Alors, c'est des données de l'ADEME qui datent de 2020. Ça s'est un peu amélioré depuis, mais voilà, pas de manière significative. On voit que dans l'enseignement, on est un petit peu en dessous de la moyenne avec 100 grammes en école alimentaire, enseignement supérieur, un petit peu plus de 120 en collège et lycée. Et puis on voit que là où ça explose, pour des raisons un peu plus logiques au vu des profils de public, dans les hôpitaux et les EHPAD avec 170 et 155 grammes euh, dans les hôpitaux et les EHPAD. Et puis, ça redescend pas mal dans les entreprises où là, peut-être que les gens arrivent un peu plus à gérer leur repas. Pour vous donner quelques grands chiffres bruts, l'alimentation dans nos émissions de gaz à effet de serre en France, bah, c'est un quart, avec le transport, le logement et puis le reste. Il faut à peu près 26 millions d'hectares de terres agricoles pour nourrir les Français. Là aussi des chiffres de 2019, mais qui n'ont pas sensiblement évolué. Et puis dans le monde, on se rend compte qu'un tiers des denrées alimentaires sont jetées chaque année. Alors bien évidemment, c'est pas jeté que en finalité, hein, c'est tout au long de la chaîne de valeur du cycle de production qu'on va devoir faire un effort. Mais si on regarde la moyenne, ça représente près de 30 kilos par an en France et par habitant, dont 7 kilos d'aliments qui sont encore emballés. Et chaque année, près de 20% de la nourriture qui est produite en France, elle finit à la poubelle, tout simplement. Un résultat qui n'est pas négligeable et qui représente en termes d'argent et en termes d'émissions de gaz à effet de serre, 16 milliards d'euros et 15 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit près de 3% des émissions de gaz à effet de serre de l'activité nationale, ce qui est vraiment très très loin d'être négligeable. Et puis, d'un autre point de vue, dans le même temps, il y a quand même 5,5 millions de personnes qui bénéficiaient de l'aide alimentaire en 2017 et 8 millions de personnes qui étaient en France toujours en situation d'insécurité alimentaire pour des raisons financières. Voilà un petit peu pour cette dimension impact environnemental. Sur la partie bio, parce que c'est intéressant de se pencher dessus et de voir qu'il y a comme une bonne évolution dans la restauration collective. On voit qu'en 2019, il y avait 65% des établissements de restauration collective qui proposaient des produits bio selon l'agence bio, contre juste 3,5 en 2017. Donc là, il y a une vraie explosion, une vraie prise de conscience. Et si on se penche un petit peu dans le détail, on voit que c'est 86% dans le secteur scolaire, donc là où il y a eu un vrai effort, 58% en restauration du travail et 38% en santé et sociale. Donc on voit où est-ce qu'il y a des efforts à faire là sur une meilleure répartition des produits bio avec des achats qui en valeur représentent au total 5,6% des achats de produits alimentaires en restauration collective. 72% de ces produits bio ils sont achetés, ils sont d'origine France et 50% sont d'origine régionale. Ça témoigne d'une attente aussi, 90% des Français qui se disent intéressés
à l'idée d'avoir des repas bio à l'école. Alors, voilà un petit peu sur la partie bio. Sur la législation dont je vous parlais, la législation qu'on peut qualifier donc de conséquente et de foisonnante depuis plusieurs années. Alors, je me suis permis de ne mettre que la législation récente pour voir un petit peu où est-ce que vous allez devoir vous adapter. Vous avez la loi Egalim fondamentale qui a été votée il y a quelques années, qui prévoyait au 1er janvier 2022, pardon, qu'au moins 50% des produits qui étaient consommés devaient être de qualité et durable, et au moins 20% de ceux-ci devaient être issus de l'agriculture biologique, tout ça en valeur d'achat. Vous avez aussi la loi AGEC qui, au 1er janvier 2022, sur un autre sujet, décidé que dès 4 livraisons par semaine, le portage à domicile de repas pour les personnes âgées ou fragiles devait être fait en vaisselle réemployable. Donc là aussi, il y a un autre sujet important, la question de l'emballage à usage unique et du plastique précisément à usage unique. Et puis, vous avez une autre loi, la loi climat, qui a aussi amené quelques changements, puisqu'au 1er janvier 2023, il y avait une obligation d'alternative végétarienne quotidienne obligatoire dans les restaurants de l'État, renforcée sur des obligations pour le 1er janvier 2024 et pour le 1er janvier 2025. Pour 2024, la loi Egalim qui prévoyait donc que les organismes qui recouraient à la restauration collective devaient présenter un plan de diversification protéique avec un objectif de 50% de produits de qualité ou durable et qui était donc étendu à la restauration privée avec un sous-objectif de 60% pour les viandes et les poissons plus durables et dans ce sous-objectif, un objectif de 100% pour les restaurants de l'État. Ajoutez aussi à ça le sujet de tri à la source des biodéchets. La loi AGEC avait obligé les collectivités à proposer des solutions de tri à la source pour les biodéchets pour le 1er janvier 2024. Ça se met doucement en place. Et puis, pour le 1er janvier 2025, vous avez la loi Egalim qui maintient son interdiction de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de service en matière plastique pour la restauration scolaire, universitaire, crèche, etc. Et la loi AGEC qui a fixé un objectif pour ce 1er janvier 2025 aussi de réduction du gaspillage alimentaire de 50% par rapport à 2015. Vous voyez un certain nombre d'objectifs qui visent plusieurs choses différentes, mais qui sont tout de même intéressants à connaître. Alors, qu'est-ce que ça pose comme défi, cette réglementation? Je vous en ai condensé quelques-uns. Le premier défi qui peut se présenter à vous, c'est la question de l'approvisionnement, mais ce n'est pas uniquement dans l'alimentation. Vous avez aussi dans d'autres secteurs la question de trouver les produits qui vont être demandés et exigés par la réglementation. Ça, c'est quelque chose qui est à souligner. Et puis, la question de la mise en place de chaînes logistiques, parce que si vous allez vers du bio et du local, vous allez aussi avoir des plus petites structures qui peuvent mettre en place des chaînes logistiques de manière plus complexe, plus longue, plus lente, etc. Vous avez aussi la question du coût supplémentaire, bien évidemment, dans le cadre d'un budget contraint pour les collectivités, avec notamment l'inflation. Eh bien, vous avez cette question du coût qui peut être importante, je viendrai juste après. Et puis, la sensibilisation et la formation. Il va falloir former les personnels à un métier qui va évoluer et sensibiliser surtout les usagers au gaspillage et aux nouvelles pratiques alimentaires pour que notre politique soit efficace et puisse trouver un écho chez eux. Quels vont être les impacts financiers de cette réglementation et puis finalement, au-delà de la réglementation, de cette évolution qu'on appelle de nos voeux de la restauration collective? Vous voyez que le coût complet moyen d'un repas en 2018, pourquoi j'ai mis 2018? Parce que c'était avant Egalim, et ça, c'est des chiffres de l'ADEME que je vais vous donner, était de 8,72 euros, avec environ 43% liés à la denrée alimentaire, le fonctionnement, l'investissement, le personnel, etc. Donc, à la fabrication du produit, du repas, 43%, donc 25, et dont 25% pour les denrées alimentaires. Et puis, le reste qui sont des choses un peu incompressibles avec le coût de l'administratif, le coût de la distribution
le coût de l'encadrement des enfants dans le cadre d'une restauration scolaire et les externalités qui sont monétarisées, puisque l'ADEME a décidé de monétariser ce qui a un impact et qui est pris en charge par la société, un impact environnemental et qui va être pris en charge par la société. Donc tout ce qui va être externalité environnementale négative. On voit que l'effet Egalim, avec cette obligation de produits bio, l'obligation d'un repas végétarien par semaine, et si on ajoute le moins 20% de gaspillage alimentaire, ça représente à peu près plus 4% en coût comptable en moyenne. Et si on prend l'objectif qui va être de 50% de réduction du gaspillage, donc le vrai objectif de la loi AGEC, on peut arriver à réduire cette augmentation du coût comptable à 2,8%. Donc la question du gaspillage alimentaire, elle est aussi financière, elle va vous permettre vraiment de concasser ces coûts. Attention aussi aux baisses des externalités. Plus on va aller au-dessus des objectifs de Egalim, on va pouvoir aussi, même si je sais bien que ça ne rentre pas dans un bilan comptable, on va pouvoir réduire ce coût des externalités négatives. Sujet aussi sur la vulnérabilité des foyers modestes avec des surcoûts qui peuvent être là pour le coup critiques pour ces personnes-là. Et donc, attention à bien adapter les politiques tarifaires. Et si on regarde le coût moyen d'un repas avant Egalim, donc je vous disais 8,72 euros en 2018, après Egalim, mais avant inflation. Ça, je veux bien aussi le prendre en compte. Ça fait à peu près 9 euros, à peu près quasiment tous les postes qui augmentent. Donc, un petit coût supplémentaire qui peut s'avérer être un gros coût hein, au final, c'est pas négligeable. Ça fait à peu près 3,2% hausse des coûts pour les cantines, cette application de la loi Egalim, qui peut être compensée encore une fois en gaspillant moins, en achetant moins de viande aussi et en limitant certains coûts indirects. Sur la question des foyers modestes, vous avez l'ADEME qui a calculé que pour les collectivités qui ont une part élevée de ces ménages-là, la part du prix prise en charge par la collectivité, elle devrait augmenter aussi, donc de 25% en moyenne, pour répondre à ces enjeux-là de transition écologique et d'accessibilité à la cantine. Et puis si les collectivités doivent aller un peu plus loin que la loi Egalim et investissent à la fois en matériel et en personnel pour relocaliser de l'approvisionnement et cuisiner principalement des produits bruts, la hausse des coûts peut être plus significative. Voilà pour un peu ces données brutes et cette analyse de la réglementation et de ces enjeux. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas forcément accès au chat. Pas de questions dans le chat à ce stade. N'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire. On tâchera d'y répondre dans les temps de questions-réponses plus tard. Mais s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au gros du sujet de ce webinaire, à savoir le témoignage de Monsieur Vincent Mercier, directeur de l'éducation et de la petite enfance à la ville de Romainville, qui va nous présenter le projet et l'expérimentation qui a été mise en place dans sa commune. Monsieur Mercier, merci encore de participer à ce webinaire. Je vous passe la parole tout de suite. Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir proposé de témoigner. Je vais vous présenter l'expérimentation conduite par la ville de Romainville actuellement et puis son bilan et son schéma de généralisation. Juste pour présenter Romainville, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une ville de Seine-Saint-Denis en petite couronne qui a actuellement 30 000 habitants. Donc, si on peut passer au slide suivant, l'expérimentation, elle part d'une volonté politique très forte d'une nouvelle équipe municipale qui a pris ses fonctions en 2020, avec un projet de mandature qui comportait de très fortes ambitions en matière environnementale et de développement durable, et l'envie de travailler sur un projet de réintroduction de cuisine au sein des écoles et de sortir du modèle de liaison froide.
Sur cette base-là, l'équipe municipale a souhaité s'appuyer sur l'expertise de collectifs militants qui étaient en voie de professionnalisation à cette époque-là, pour faire une assistance à maîtrise d'ouvrage et bénéficier de retours d'expérience, notamment celle du Conseil général de Dordogne, hein, qui a conduit un projet et qui est en train de finaliser un projet de cette même nature, c'est-à-dire réintroduire des cuisines de production 100% bio dans tous ces collèges, dans tous les collèges de Dordogne. Donc ce collectif qui s'est constitué en SKIC sous l'intitulé Nourrir l'avenir nous a proposé une méthodologie en deux temps. En premier lieu, une étude de faisabilité qui s'appuyait sur des diagnostics des différents sites et un accompagnement d'étapes de mise en place, à la fois sur la réflexion sur la manière dont on doit construire notre politique de commande publique, et puis essentiellement sur la formation des personnels et la reconversion des personnels des offices de liaison froide. Donc ce travail a démarré en 2021. Toute la phase préparatoire à la mise en œuvre s'est déroulée sur l'année 2022. Donc si on peut passer au document suivant. Donc on a le souhait de François Dechy, maire de Romainville, c'était de conduire cette expérimentation. Il avait deux attendus principaux: faire quelque chose d'exemplaire, donc du 100% bio, 100% sain, 100% durable, appuyé sur une vraie politique d'éducation à l'alimentation. Son deuxième attendu, c'était une implantation dans un quartier populaire. Et sa troisième invariant du projet, c'était, il souhaitait démontrer par cette expérimentation que d'une part c'était faisable et que c'était faisable dans une logique de responsabilité budgétaire et fiscale, c'est-à-dire démontrer que c'était réalisable à coût constant. Donc, au terme d'une phase de diagnostic, on a isolé un équipement qui nous paraissait le plus favorable pour la réalisation de cette expérimentation. Donc, c'est une école primaire qui accueille à ce jour 350 élèves, puisqu'on a une école maternelle, une école élémentaire, et qui est située au cœur d'un quartier classé politique de la ville, le quartier Yuri Gagarin, qui bénéficie d'une opération en rue. Si on peut passer, merci beaucoup. Donc, il y a eu tout un travail entre ce qui Nourrir l'avenir et puis la direction de l'éducation sur une phase de conseil, accompagnement, formation des agents, mise en place d'outils, notamment pour la construction du plan alimentaire, sensibilisation des personnels et des enfants, et puis un cuisinier formateur a passé des semaines d'immersion au sein de l'équipe pour les former à la méthodologie, à la méthodologie spécifique sur ce projet-là, notamment sur la logique de réduction du gaspillage dans le processus de production de la cuisine, puisqu'en fait on emploie tous les excédents alimentaires pour diminuer le gaspillage. Si on peut passer au document suivant. Donc sur la mise en œuvre, alors on peut on s'est fixé en phase amont des objectifs de coût denrée. L'objectif de coût, c'était pas de ne pas dépasser 2 euros de coût matière par denrée, de construire une logique, et ça c'était très important dans l'esprit de nos élus, qui permettent de rapprocher le cuisinier et puis les convives. Le troisième objectif, c'est d'avoir un référentiel de qualité identifié, une certification externe. Donc celle qu'on a retenue, c'est la certification EcoCert en cuisine, qui nous paraissait la plus exigeante en matière de santé et de qualité environnementale. Donc, s'en est suivi, après la phase d'études, les classiques études de maîtrise d'œuvre, choix de maîtrise d'œuvre, études de travaux, etc.
et toute une politique d'accompagnement des personnels, puisqu'on a dû reconvertir des personnels qui travaillaient dans des offices en liaison froide, donc qui faisaient essentiellement du réchauffage de barquettes, pour les reconvertir en commis de cuisine. On a aussi bénéficié d'un agrément pour pouvoir accueillir des salariés en insertion sur ce projet-là, qui sont notamment dédiés à l'accompagnement à table des enfants et qui bénéficient également d'une formation en vue d'une reconversion en tant que commis de cuisine. On a donc on avait un volet RH qui était important, et puis un volet commande publique qui s'est construit en deux temps. Pour la phase de lancement, on a construit avec l'appui de la SCIC Nourrir l'Avenir un premier accord cadre qui nous permettait de fonctionner sur la première année, sur les premiers 18 mois de fonctionnement de l'équipement. Qu'on a voulu, l'objectif était de stabiliser notre nombre de fournisseurs, de nous assurer qu'on allait pouvoir être livré avec régularité en 100% bio et aussi local que possible. Donc une première étape qui visait à stabiliser nos approvisionnements. Là, on est en train de finaliser et le rapport d'analyse des offres sera présenté en commission d'appel d'offres la semaine prochaine. Un deuxième marché qui, lui, vise à aller plus loin en termes pour répondre aux objectifs d'approvisionnement durable de la municipalité, qui vise à aller plus loin en matière d'approvisionnement local. Donc, on a défini un accord cadre à marché subséquent. Donc, avec 13 lots qui chacun comporte plusieurs attributaires qui nous permettent de travailler avec des structures de plus petite taille que sur le premier marché et de favoriser tout ce qui est approvisionnement local. Donc, on va passer de 8 à 30 fournisseurs au total, ce qui nous permet de travailler sur de plus petites structures. Tout ça a été permis par un travail de sourcing intensif qui s'est déroulé tout au long de l'année 2023. Travail de sourcing pour lequel on a bénéficié notamment de l'appui via la métropole du Grand Paris du groupement d'agriculteurs biologiques d'Île-de-France aussi pour identifier un certain nombre de prestataires. Et on a fait énormément de rencontres préalables pour identifier un certain nombre de structures qui pouvaient répondre à notre cahier des charges. Donc il y a une très très longue phase de préparation. On a également réfléchi en plus de cet aller vers à des critères de pondération qui, dans les limites de ce que nous autorise le Code de la commande publique, favorisent le localisme et le circuit court. Avec, là, je vous ai remis quelques critères de pondération. On a mis, par exemple, 20 points sur les 100 points de notation sur la politique d'approvisionnement et notamment son caractère durable et équitable. On a également mis 20 points sur la politique environnementale, dont 5 points sur la limitation des emballages à usage unique, 10 points sur la réduction des externalités dans les méthodes d'approvisionnement et 5 points pour la réduction des externalités dans les méthodes de livraison. Ce qui nous fait que sur les prestataires qu'on va retenir l'an prochain, on est soit en circuit court direct, c'est-à-dire en direct producteur pour certains lots, soit on travaille avec des coopératives qui elles-mêmes enfin, soit on est en circuit quasi court avec un seul intermédiaire au maximum sur l'ensemble des lots qui vont être attribués, à l'exception sur quelques gammes de produits pour l'épicerie salée et les huiles. On a aussi travaillé pour favoriser l'accès à certains petits fournisseurs à une simplification des procédures, notamment certains documents, on a limité le nombre de pièces demandées à l'appui des candidatures. On a aussi travaillé, puisque c'était le retour d'un certain nombre de fournisseurs qui pouvaient difficilement travailler au bordereau de prix avec des prix garantis. Donc on expérimente le fait d'avoir des mercuriels contractuels
avec des critères qui permettent de cadrer les augmentations à la hausse ou à la baisse pour du coup se mettre en conformité avec les pratiques de certains petits fournisseurs qui n'étaient pas capables de répondre à un marché avec bordereau de prix. On peut... Alors, le bilan de cette expérimentation. Donc, on a ouvert cette nouvelle cantine bio en janvier 2023. Elle sert à peu près 320 à 340 repas par jour. Ce qui l'en ressort du point de vue qualitatif, c'est-à-dire qu'on a déjà au niveau des équipes, comparativement à ce qu'on avait en liaison froide, on a beaucoup de plaisir et de fierté de la part des équipes dans le travail qu'elles font au quotidien, beaucoup plus que précédemment. Elles se sentent beaucoup plus, alors, les équipes se sentent beaucoup plus valorisées et impliquées dans leur travail. On a une très forte satisfaction, bien évidemment, des enfants et des familles, avec une amélioration qualitative assez massive des plats et de la satisfaction des convives. Les équipes d'animation et des ATSEM aussi sont très impliquées dans le projet et très motivées sur tout ce qui est sensibilisation, nouveaux produits, gaspillage, animation. Et surtout, on a une meilleure qualité dans la conception des recettes, puisqu'on a un lien direct entre le chef de cuisine et l'équipe de préparation et les enfants qui les consomment, ce qui permet d'adapter chaque jour les recettes et les menus en fonction de la satisfaction des enfants. Les impacts en termes de gaspillage alimentaire, donc bah, on monitore chaque jour nos grammages de nos déchets par convive sur l'équipement et en parallèle, on fait également des pesées sur un office en liaison froide de même nature qui fait à peu près la même dimension avec les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire élémentaire, maternelle. Pour, voilà, et on a des données assez constantes depuis 18 mois, celles que j'ai repris. Donc on a un gaspillage de 35 à 50 grammes par repas servi dans notre cuisine Bastier contre 95 à 120 grammes dans l'office en liaison froide témoin. Je précise, et c'est important de le dire, que dans les 95 à 120 grammes par repas servi, ça n'intègre pas les déchets de cuisine au sein de la cuisine centrale qui dessert l'office témoin. Alors que dans nos 35 à 50 grammes, on intègre également une partie des déchets de cuisine. Je précise également que ces déchets sont entièrement retraités en circuit de méthanisation ou de compostage, que ce soit pour les deux offices, hein, que ce soit pour l'un ou l'autre. Au niveau certification EcoCert en cuisine, ben, on a obtenu le niveau en 2023, le niveau maximum avec la mention Excellence. Et on a obtenu avec grand plaisir le mois dernier un renouvellement du niveau 3 et de la mention Excellence de ce niveau de certification, puisque l'ensemble des denrées sont servies biolabellisées, en bio, à l'exception du poisson, puisque nous avons fait le choix de ne pas servir de poisson bio et de plutôt servir du poisson issu de la pêche labellisée, soit MSC, soit pêche durable, parce que du point de vue sanitaire, ça nous paraissait beaucoup mieux que le poisson labellisé bio, qui est forcément du poisson d'élevage. Et on sait qu'il y a quelques problèmes environnementaux qui sont induits par ce procédé. Les objectifs de coût matière au bout de 18 mois sont respectés. Bon, on a un peu subi l'inflation, donc en mai 2023, on devait être autour de 1,84 € TTC de coût matière par repas servi. Là, on est à peu près 1,95 €, 1,96 € actuellement. Et pour les goûters, puisque la cuisine fabrique à peu près 160 goûters par jour, on est sur un coût matière de 1 € TTC. Alors, ce coût matière, il peut être respecté notamment par la réduction du gaspillage alimentaire et le remploi de tous les excédents de cuisine produits la veille. Là, j'ai souhaité vous présenter un peu, présenter l'équilibre économique du projet.
Donc, là, pareil, on est en comparaison d'un office témoin en liaison froide et puis de notre cuisine de production Bastier. Vous avez beaucoup plus de coûts de personnel qui sont liés à la cuisine de production, mais pas dans des montants significativement plus importants que ce que nous avons en liaison froide. Et en gros, vous avez un mécanisme de transfert de charge, c'est-à-dire que tout ce qui était achat de repas livrés peut être réemployé pour financer vos amortissements, c'est-à-dire les coûts de construction, coûts d'acquisition des différents équipements nécessaires à la création de la cuisine de production, les surcoûts liés au personnel de restauration. Et le coût matière, là j'ai fait figurer le coût matière identifié cette année, c'est-à-dire 1,94 € TTC pour l'achat des denrées. Donc là, sur cette expérimentation, à partir de ces tableaux de calcul de coûts, on a pu identifier qu'on avait un gain net de 1 € par repas servi. Alors, ça a également permis par le fait qu'on avait une configuration des locaux assez exceptionnelle qui nous limitait globalement le coût des travaux d'adaptation. Je vous montrer que sur les projets qu'on a en cours, on n'est pas sur des choses aussi optimisées. Néanmoins, on est quand même sur une transition qui s'équilibre financièrement sur la durée, dont prise en compte des amortissements liés à la construction des nouvelles cuisines ou l'acquisition du matériel et les surcoûts personnels. Si on peut merci beaucoup. On a aussi constaté qu'on était quand même dans un cercle relativement vertueux, puisque nos approvisionnements sont 100% durables. Comme j'ai dit, agriculture biologique et pêche durable. Un accord cadre d'approvisionnement qui favorise maintenant pleinement le localisme grâce à notre sourcing et les différents partenariats dont on a pu bénéficier. Ça nous a permis une sortie totale du plastique en cuisine, y compris dans les contenants, puisque c'est l'un des prérequis de la certification EcoCert. Et du coup, on n'a quasiment plus de contenants plastiques, y compris pour les denrées, à quelques exceptions près, je pense notamment au yaourt. On a réduit le gaspillage alimentaire presque par 3. On a sur ce schéma-là beaucoup moins d'externalités que des schémas de cuisine centrale qui font de la livraison de denrées non pas en barquette plastique mais en bac inox, puisque du coup il y a quand même une chaîne de nettoyage en sortie d'office satellite pour ces bacs qui génèrent voilà, des externalités assez fortes. Et un prix de revient, comme je vous l'ai montré dans le tableau précédent, qui est inférieur à celui d'une cuisine centrale et qui s'équilibre si on tient compte des amortissements des investissements initiaux. L'exemplarité, je l'ai déjà dit, elle a été reconnue. Le prix d'économie circulaire de la métropole du Grand Paris, le niveau excellence de la certification EcoCert, et sur le précédent marché, le prix de l'achat public équitable de Max Havelaar qui a été remis au Salon des maires 2023. Non, voilà. Alors, sur la base de ce bilan très positif, la majorité municipale de Romainville a décidé d'établir un schéma de généralisation de ce modèle pour l'ensemble des écoles. Vu la taille de la collectivité, on travaille sur le rythme d'à peu près 1 à 2 cuisines par an, ce qui nous permet, on a défini une trajectoire entre 2024 et 2028 pour généraliser ce modèle à l'ensemble des écoles et des crèches. Donc sur la période, la trajectoire là, qui est d'ores et déjà connue, on a à peu près 6 millions d'investissements programmés pour la création de 3 nouvelles cuisines, ce qui nous permettront, là j'ai mis des années de référence, c'est-à-dire l'année suivant l'ouverture d'équipements, de produire 282 000 repas en 100% bio ou écolabellisés à l'horizon 2028. Avec des coûts d'opération que je vous présenterai juste après ce document.
On a également des enjeux majeurs en termes de recrutement et surtout de formation et de reconversion des personnels de cuisine, hein, puisqu'il faut former et reconvertir un certain nombre d'agents qui étaient habitués à travailler en liaison froide et les former en matière de cuisine de préparation. Donc avec plus de 25 agents qui vont être impliqués dans ce process-là entre l'an prochain et l'année 2027. On peut passer au, juste dans le cadre de ces projets de construction, j'ai remis en évidence l'impact environnemental en 2028 sur le fonctionnement des projets d'ores et déjà connus et actés. Ça permet de diminuer, de réduire à peu près de 22 tonnes les déchets alimentaires par an. La suppression de 50 500 contenants à usage unique, avec à peu près 2,8, alors je me suis trompé, j'ai mis kilos, mais 2,8 tonnes de déchets plastiques annuels supprimés. On peut passer à la slide suivante. La programmation financière est assez lourde, hein, globalement. Avec du coup sur l'ensemble de la mandature à peu près 5 500 000 euros hors taxes qui vont être dédiés à ce programme-là. Mais avec un équilibre économique qui se fait dans l'amortissement. Vous avez précisé le calendrier des différentes opérations. Et je crois que nous sommes arrivés au bout de la présentation. Merci beaucoup, Monsieur Mercier. Projet très vertueux, très intéressant sur plein de dimensions. Je précise que, puisqu'on est quand même dans le cadre du programme achat circulaire et solidaire, le DCE de l'accord cadre qui va être attribué vous sera transmis dans les documents en lien avec la rediffusion de ce webinaire. Et je consulte le chat en parallèle aussi. On a eu quelques questions, une question notamment sur la loi Egalim et sur les repas à base de viande, notamment de viande rouge. Ça a été répondu partiellement, mais peut-être que Hugo a des précisions à apporter aussi. On nous demande, dans la part des émissions de gaz à effet de serre, les repas à base de viande rouge notamment représentent une grosse part dans les bilans carbone réalisés. Est-ce que Egalim, dans ses recommandations de baisse de la consommation de viande, est suffisante vis-à-vis des enjeux de réduction de gaz à effet de serre? Et est-ce que elle est vouée à aller plus loin qu'aujourd'hui et comment s'y conformer tout en respectant les besoins nutritifs des usagers? Alors normalement, c'est Egalim plus loi climat et résilience qui, c'est surtout en fait même la loi climat et résilience qui a intensifié notamment l'alternative végétarienne dans les repas pris. Alors je suis pas tout à fait expert sur le sujet. Mais il semblerait quand même que il y a des analyses et des guides d'accompagnement qui sont assez précis de la part notamment de l'ADEME pour compenser, disons, ou différencier l'apport protéique là-dessus et réduire la part notamment de viande rouge qui en effet a un impact assez important dans le bilan carbone. Merci pour cette précision, Hugo. Et je me permets de rebondir par rapport à la réponse qui a été apportée par Stéphanie Morisset de la métropole du Grand Paris également. Effectivement, sur le projet de Romainville, Monsieur Mercier, peut-être que vous pourriez nous détailler un petit peu le travail qui a été fait aussi sur la diversification des sources de protéines pour Oui, les jours où des menus avec de la viande sont servis. tout à Donc, fait. c'est Alors, assez intéressant. on propose beaucoup de protéines végétales, c'est-à-dire au maximum de ce que nous autorise la réglementation actuelle, puisque du coup, on a quand même certaines formes de contradiction, puisqu'on doit quand même proposer à certaines fréquences pour respecter le cadre réglementaire
enfin, ou en tout cas les préconisations de la viande rouge ou des viandes nobles, enfin voilà, voilà, sur le référentiel GMRCN, et peut-être à repenser à cet égard-là, mais ça c'est au-delà de notre levier d'action. On travaille avec énormément de protéines végétales, ce qui nous aide beaucoup à la maîtrise du coût matière. On propose une alternative végétarienne aussi tous les jours pour tous les enfants qui le souhaitent. Le deuxième point, c'est qu'on est quasiment à un repas sur deux à base de protéines végétales, ce qui ne soulève pas d'objection de la part des familles, puisque le fait de faire de la cuisine de production nous permet de vraiment travailler la protéine végétale de manière très qualitative et adaptée aux besoins des enfants, ce qui est strictement impossible dans un modèle de cuisine centrale, tout simplement parce que, enfin, tout le monde le sait probablement dans le cadre de ce webinaire, les protéines végétales sont essentiellement des légumineuses. Et le procédé de refroidissement induit par la cuisine centrale pour le respect des normes sanitaires prévoit le refroidissement de 63 à 4 degrés en moins d'une heure, ce qui les déshydrate énormément. Ce qui génère des plats souvent très secs qui ne plaisent pas aux enfants et génère beaucoup de gaspillage. On constate sur les offices en liaison froide qu'on a souvent beaucoup de plats végétariens qui sont pas appréciés ou jetés par les enfants, alors qu'on n'a pas du tout cette contrainte-là sur une cuisine de production. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Une question aussi plus en lien avec l'attitude des enfants, euh, outre la satisfaction voilà, des enfants vis-à-vis de la qualité de repas, est-ce que l'équipe enseignante a pu constater aussi des effets sur l'attitude des enfants l'après-midi, comme par exemple moins de somnolence, une meilleure attention en changeant Euh, l'alimentation? non, on n'a pas ce type de retour-là, mais je vous avouerai qu'on n'a jamais posé la question. D'accord. Donc, je la poserai du coup. Par contre, on a tout un travail avec les équipes enseignantes autour de ce projet-là, notamment travailler en classe sur le bio, l'environnement. On a aussi quelques fournisseurs qui nous proposent des animations et puis on a tout un travail aussi sur la sensibilisation en lien avec les familles et le centre social autour du D'accord. plan. Puisqu'on est Donc dans un quartier populaire, donc on a quelques week-ends portes ouvertes de la cuisine qui nous permettent de sensibiliser les familles aussi. Très bien. Donc les enfants sont vraiment intégrés aussi dans tout ce projet. Oui, et puis on a une étude en cours dont on n'a pas les résultats en lien avec des étudiants d'AgroParisTech sur l'impact aussi sur les pratiques alimentaires des familles. D'accord. Mais dont Oui, on aura le résultat qu'à la rentrée 2025. puisque enfin, sans avoir les résultats de l'étude, mais vous constatez qu'il y a des changements de pratiques alimentaires aussi dans les familles, de par le fait que les enfants aient accès Oui, à cette cantine. ouais, il y a une sensibilisation au bio et le fait que ça reste quand même quelque chose d'accessible et pas d'exceptionnel, quoi. Donc, Très bien. Moi, j'ai été présente lorsqu'on a réalisé la visite sur site. J'avais trouvé ça assez intéressant, la manière dont vous avez réussi à impliquer aussi les enfants sur le gaspillage alimentaire. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu les actions qui ont été mises en place bah, par rapport il à y a ça? tout un ensemble d'actions de sensibilisation. Alors, certaines qui existaient préalablement à l'expérimentation Bastier, hein, mais il y a effectivement un tri des déchets alors, on y travaille à deux niveaux. On le réduit à la source, puisque du coup, comme on cuisine sur la base d'effectifs connus, le matin même, c'est-à-dire que le chef peut encore ajuster sa production ou en tout cas mettre de côté pour le lendemain ce qu'il a produit en trop. Comme on cuisine sur des effectifs connus, on réduit déjà le gaspillage à la base dans le processus de production. Alors que sur une cuisine centrale, on commande à J-5
Et donc, on est obligé de faire une commande sur la base de prévisions statistiques. Donc, il y a déjà allez, un gaspillage alimentaire de 3 à 4% qui est juste induit par cette méthode-là, qui est réduit à la base. Deux, on travaille également sur un service à l'assiette et on sensibilise les enfants à se servir à satiété. Ils ont aussi la possibilité de se resservir, donc pour ne demander que ce qu'ils souhaitent. Et ça, c'est très important parce que du coup, je ne l'ai pas précisé dans la présentation, on a également supprimé le système de self pour revenir à un service à table. Et ça réduit aussi le gaspillage parce que les enfants ont plus de temps pour manger, mangent d'abord leur entrée, puis leur plat principal, et ils sont servis, en tout cas pour le plat principal, à l'assiette, donc pour limiter cet impact gaspillage également et les sensibiliser là-dessus. Et la dernière étape, c'est également le tri avec un tri par type entrée, dessert, voilà, par type de plat. Et puis ils ont des pesées hebdomadaires, mais ça c'est plutôt classique, qui sont réalisées. D'accord. On a une question dans le chat. Comment avez-vous ou allez-vous compenser le surcoût des repas pour les familles à faible budget sur le volet social? Ah bah, par la fiscalité générale. Nous, il y a, en tout cas, le souhait de la municipalité, ça a été, bah, toutes les collectivités ont été sensibilisés, enfin, ont été touchés par l'inflation du prix de la restauration scolaire. La municipalité de Romainville a choisi de mettre en place un bouclier fiscal, donc il n'y a pas eu de bouclier tarifaire, pardon. Donc il n'y a pas eu d'augmentation de tarifs sur la restauration scolaire. On a une tarification au quotient. Et en l'espèce, on a beaucoup mieux maîtrisé le coût de l'inflation à Bastier que sur nos offices en liaison froide. Parce que D'accord. d'une part, l'inflation a été quand même moindre sur le bio que sur les denrées traditionnelles, ce qu'on a constaté. Et deuxièmement, on maîtrise beaucoup mieux nos coûts, notamment par la variation, la part de produits végétaux. Mmh. Très bien, Oui. très clair. Merci beaucoup. Je vois que Stéphanie a partagé quelques photos de la visite qu'on a réalisée, il y a quelques semaines. C'était vraiment, enfin voilà, moi j'ai découvert le sujet de la restauration collective en venant, c'était pas du tout un enjeu que je maîtrisais. C'était vraiment extrêmement intéressant. Donc voilà, vous pouvez regarder les photos directement dans le chat. J'en profite pour présenter maintenant les modalités dont vous pouvez bénéficier en tant que commune ou EPT de la métropole du Grand Paris pour éventuellement dupliquer l'initiative sur votre territoire. Si vous avez un projet de cantine vertueuse qui comporte voilà, une dimension circulaire et solidaire, sachez que la métropole du Grand Paris peut vous accompagner à la fois en financement et en ingénierie technique, avec notamment un cofinancement qui peut aller jusqu'à 200 000 € et maximum 50% du projet. Euh, et pour les communes, un appui, une aide à la recherche de financement complémentaire voilà, auprès de l'Union européenne, auprès de l'ADEME. Et bien entendu, un accompagnement en ingénierie technique sur les sujets pour lesquels la métropole a des compétences internes, à savoir les sujets de construction circulaire, donc les cantines, je l'ai mentionné, mais également l'implantation de ressourceries à tous les stades vraiment de votre projet et de tiers-le circulaire. Et puis, évidemment, puisqu'on est quand même dans le cadre du programme achat circulaire et solidaire, un appui en matière de commande publique circulaire et solidaire pour tous ces projets que j'ai pu mentionner. Pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement, c'est très simple. Il suffit d'une lettre de demande du ou de la maire ou du président de territoire adressée au président de la métropole du Grand Paris. Télécharger le dossier synthétique à compléter. Vous pouvez scanner directement via le QR code. Normalement, ça fonctionne. Ou alors, on vous enverra le lien directement vers le dossier. Et puis, si vous souhaitez en discuter un petit peu en amont avec l'équipe économie circulaire et solidaire de la métropole du Grand Paris, on est disponible. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec nous via l'autre QR code qui est dans cette petite encadré jaune, ou nous envoyer un mail ou nous contacter par téléphone si vous le souhaitez.
voilà pour cette petite page de pub. Merci beaucoup, Monsieur Mercier. Je pense que des questions pourraient continuer à arriver dans le chat d'ici la fin du webinaire. Donc, je vous invite à rester avec nous si vous le pouvez. Sinon, on vous adressera les questions a posteriori. Merci encore pour votre témoignage extrêmement intéressant. Je vous propose qu'on passe à une partie un peu plus technique sur les marchés publics. J'ai convié Clément Tournier du groupement des agriculteurs biologiques pour nous faire un petit panorama des leviers mobilisables en tant qu'acheteur public pour introduire des produits de qualité en restauration collective. Bonjour Clément et merci d'être avec nous. Bonjour Eva, vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Alors on peut attaquer directement avec cette première slide où je vais vous présenter le groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France. Donc notre mission principale, ça va être de promouvoir et développer les filières bio sur le territoire. On est vraiment centré sur l'Île-de-France, c'est notre particularité. On va être un groupement à l'échelle régionale. On est un réseau de producteurs uniquement. On ne vend pas de produits à proprement parler. On ne va pas être metteur en marché sur cette question-là. En revanche, on a au sein de nos équipes deux expertises principales, qui sont l'expertise agricole d'abord, qui est notre cœur de métier. Ça va être pour mes collègues, je vous expliquerai après la subtilité, pour mes collègues du pôle agricole, d'accompagner les agriculteurs sur des points techniques, des points économiques, des points réglementaires, voilà, autour de l'expertise agricole. Et puis, on a un autre pôle d'expertise qui est celui de l'alimentation, où là, on va venir accompagner l'ensemble des professionnels de l'alimentation. Et donc ça, c'est une expertise, voilà, on est capable de mêler aussi de l'amont et l'aval, ce qui fait un peu notre particularité aujourd'hui sur le territoire. On est membre du réseau professionnel national, donc qui est la FNAB, la Fédération nationale, et nous, on est un GRAB, en fait, on est un groupement régional d'agriculture, enfin, pour les agriculteurs biologiques. Voilà. Donc, nos missions, je vous les ai évoquées, mais ça va passer par le développement de l'agriculture biologique, évidemment, qui passe par les conversions et les installations. Le fil rouge en fait de tout ça va être la structuration des filières. Donc on a pu par le passé accompagner à la structuration de filières certains acteurs qui ont fait qu'aujourd'hui on a des super yaourts bio locaux avec du lait Île-de-France transformé en Île-de-France dans pas mal de restaurants et cantines. Donc ça marche très bien. On travaille également sur le pain, sur les pâtes, sur plusieurs filières comme ça en lien bien évidemment avec les filières qui sont présentes sur notre territoire que je vais vous présenter juste après. L'accompagnement des pros de l'alimentation, je le développerai juste après aussi. On est un organisme de formation certifié Calliope Calicert, notamment sur la partie agricole. Et puis, on a un autre pôle, et non des moindres, qui est celui de l'Observatoire. Donc, c'est une équipe d'enquêtrices qui va fournir de la donnée sur le territoire. Donc, c'est disponible sur notre site. On a fait une conférence de presse il y a une dizaine de jours pour présenter l'Observatoire des chiffres 2023, donc qui permet en fait d'avoir une photographie très concrète, très complète aussi de ce qu'est l'agriculture sur le territoire. Et c'est aussi des éléments que je vais vous présenter à la suite. On peut passer à la slide suivante si vous voulez bien, Hugo. Merci. Donc, une des raisons pour lesquelles j'ai été invité aujourd'hui, c'est que je gère en fait le projet restauration collective bio et locale en partenariat avec la métropole. Donc, on a une convention depuis 2021 et on en est aujourd'hui à notre deuxième édition. On est toujours en plein cœur de notre deuxième édition. La troisième édition de cet appel à projet a été et est en cours d'analyse également. Comme les marchés à Romainville, on est en attente des différents dossiers. Elle a rencontré un vif succès. D'ailleurs, j'ai reconnu dans les noms des participants quelques noms que je connais et que je salue, évidemment. Donc, dans cet appel à projet pour 2023-2024, on a aujourd'hui 8 lauréats, ça représente 9 communes et 31 000 repas par jour.
Voilà, l'année dernière, on était sur le même nombre de lauréats qui représentait un nombre bien plus important de communes, puisque on avait quelques syndicats de restauration qui desservaient un grand nombre de communes. Et qui dit grand nombre de communes dit beaucoup de repas par jour. L'année dernière, on était à quasiment 90 000 repas par jour. Voilà. Donc, le contenu de cet appel à projet, c'est un accompagnement. En fait, on va, à travers cet appel à projet, déployer une part des activités du Gab Île-de-France et du coup travailler sur les achats. Et donc, dans les achats, on va englober la notion évidemment de marché public, mais également de sourcing. Donc, on est dans la relecture et l'accompagnement. On n'est pas juriste au Gab Île-de-France, mais par contre, on a ces ficelles qui permettent de travailler amont, aval, de faire rencontrer les acteurs. Et la finalité, c'est de participer à l'écriture de ces marchés pour mettre du bio, plus de qualité de bio, de local dans les assiettes des franciliens et en l'occurrence des métropolitains du Grand Paris pour ce projet-là. Voilà. Donc, on va travailler sur les achats, sur le gaspillage également. On peut accompagner les collectivités membres, enfin les lauréats de cet appel à projet sur le déploiement de projets anti-gaspi. On va travailler sur l'équilibre alimentaire avec une diète que l'on a en interne au sein de l'équipe qui est en mesure de travailler sur les menus. Et on va voir après que les menus sont déterminants dans une politique d'achat et dans une politique de restauration collective durable. Et puis, l'axe formation qui est aussi hyper important, enfin, Monsieur Mercier l'a évoqué pour Romainville. L'aspect formation, il est à ne surtout pas négliger. On parle aujourd'hui d'achat, mais il faut bien armer, outiller les équipes, quelles qu'elles soient, pour opérer cette transition. Donc, les grands chiffres de l'AD en Île-de-France, je vous ai évoqué l'Observatoire. Voilà un exemple de ce que produit l'Observatoire. Donc là, on est vraiment dans les chiffres clés, hein, dans les grands chiffres. Mais là, ça vous permet de vous familiariser avec ce qu'est l'Île-de-France, ce qu'est l'agriculture bio en Île-de-France. Donc, on a 667 fermes sur 38 000 hectares. Et on est aujourd'hui à 15% des exploitations qui sont enfin, en bio aujourd'hui en Île-de-France. Une typologie un peu particulière, mais qui est sans surprise celle de notre région. On va avoir plus de 72% des exploitations qui sont en grande culture ou pardon, en production de légumes. Donc c'est nettement hein, les grandes cultures qui se dessinent en premier lieu. Donc on va produire des céréales, des légumineuses, oléagineux et autres produits de ce type-là. Et puis, ça se retrouve assez nettement, hein, la tendance sur les surfaces engagées en AB qui sont très nettes sur les grandes cultures. Hugo, on peut passer à la suite, s'il vous plaît. Voilà. Je voulais évoquer quelque chose, on va rentrer tout doucement dans le sujet de l'approvisionnement, puisque maintenant qu'on a compris comment est l'Île-de-France, en tout cas évoqué, je voulais juste revenir sur une particularité de l'agriculture en Île-de-France. On est sur un énorme marché de consommation et il faut voir que l'agriculture bio, historiquement, a utilisé comment dire, des circuits de distribution un peu alternatifs ou pas, hein, mais plutôt voilà, nettement a été moteur locomotive en tout cas sur le développement des circuits courts. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. On fait des enquêtes sur l'amont et sur l'aval, hein, vous l'avez compris. Et du coup, on a pu déterminer là dans l'observatoire sur la partie droite de la slide, on voit que la vente directe représente plus d'un tiers, donc en réalité 40% des circuits choisis par les agriculteurs, avec une nette progression par rapport à 2022, puisqu'on est à plus 5,5. Donc c'est un sujet intéressant et à garder en tête pour la suite. Et puis, je voulais vous montrer cette saisonnalité. Alors, peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais moi, ce qui m'intéresse dans ce document, en fait, je le montre souvent et je l'explique souvent comme ça, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a des trous, il y a des blancs, et ces blancs-là, ils sont à prendre en compte. Ça veut dire qu'en fait, quand il n'y a pas de produit, et quand on travaille en direct avec des producteurs, on n'est pas sur un fournisseur classique qui va aller chercher dans une autre région qui va aller chercher dans un autre pays le produit. Là, on va être en direct avec la saisonnalité. Donc, même si c'est une vraie volonté, il faut aussi comprendre ça, l'admettre et travailler en fonction. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait si la saisonnalité est très précoce ou au contraire très en retard, comme on l'a vu avec notre printemps qui a été formidable.
Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut prendre en compte et auxquelles il faut acculturer les équipes, aussi bien au niveau des achats qu'en cuisine et même par extension les équipes qui vont encadrer la pause méridienne et bien évidemment les convives, parce que quand on mange des produits d'hiver pendant finalement 6 mois, les choux, les carottes et autres poireaux et courges, voilà, peuvent durer longtemps quand on est sur une alimentation très, très locale. Donc voilà, il faut avoir tout ça en tête, savoir faire varier les recettes pour ne éviter de lasser les convives. Donc ça, c'est un aspect à prendre en compte. Donc, je voulais rentrer aussi sur des considérations méthodologiques par rapport au marché public. Des choses à rappeler, l'importance de définir les besoins et les objectifs de votre collectivité. Moi, j'interviens auprès de collectivités sur les achats, vous l'avez compris, et parfois, je suis confronté à des équipes qui définissent moyennement leurs besoins, moyennement leurs objectifs. Donc tout ça, c'est à la fois les envies que peuvent avoir le politique et le technique, mais aussi les contraintes qu'on a. Est-ce qu'on est en liaison froide? Est-ce qu'on est en liaison chaude? Tout à l'heure, Monsieur Mercier évoquait le cas des légumineuses avec un fonctionnement en cuisine centrale en liaison froide. Voilà, on peut avoir des considérations de ce type-là qui vont contraindre tout ça. Et ça, c'est important à prendre en compte. Donc, une fois qu'on a défini nos besoins et nos objectifs, et là, je vais insister dessus, il faudra travailler sur le sourcing. C'est une étape qui est primordiale, vraiment. Monsieur Mercier, bah, je vous cite beaucoup, mais Monsieur Mercier l'a évoqué, c'est une étape qui peut être longue et pour le coup, j'insiste, il faut prendre ce temps-là. Il est déterminant. Plus on a envie d'être fin, plus on a envie d'avoir ce travail avec des agriculteurs de proximité, en bio ou pas, hein, mais vraiment d'avoir ce travail fin dans les marchés. L'étape de sourcing est importante, puisqu'elle va vous permettre de comprendre de faire comprendre et de comprendre les contraintes que chacun peut avoir. Voilà. Donc on a vu hein, par l'exemple à Romainville quelques points qui ont été mis en place pour ça. Et puis après, on a la définition des critères de sélection, donc la lotissement et toutes les choses qui doivent être mises en place dans un marché, la nomenclature et tout ça. Et puis, on rentre sur la phase de rédaction du marché et les considérations calendaires qui sont celles des marchés publics, l'analyse des candidatures et la communication des résultats. Un truc à ne pas oublier, je vous ai mis anticipation sur la gauche de l'écran. Il faut aussi anticiper le suivi du marché, qu'on soit en gestion concédée ou en gestion directe. C'est hyper important en restauration collective d'anticiper cette étape de suivi et de se mettre d'accord avec ses prestataires sur comment on échange sur le suivi des prestations. Donc aujourd'hui, on a l'outil Ma Cantine qui est diffusé, mais voilà, faut aussi prendre ses responsabilités en tant qu'acheteur pour suivre tout ça. Voilà pour cette partie méthodologique. La question, peut-on favoriser les circuits courts? La réponse est oui. On peut intégrer des critères de circuits courts avec notamment des critères sur la traçabilité. Alors, il y a plein de méthodes, enfin plein de méthodes, il y a plein de petites choses à mettre en place, mais qui sont à évaluer au cas par cas, qui sont évaluées en fonction des rencontres que vous aurez fait lors de vos phases de sourcing. Ce qui est à retenir, c'est la terminologie, alors là, qui est un tout petit peu incomplète, mais l'idée est là de travailler sur des marchés qui vont mettre en place, développer la performance en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture. C'est ce qui va permettre en fait d'aller chercher des produits en circuit court. Là-dessus, on y ajoute, pour être un peu plus complet, la notion environnementale. En réalité, attention sur cette notion environnementale. Il faudra aussi, enfin, je veux dire, il faudra aussi être global dans votre analyse sur l'aspect environnemental. Il ne faut pas se focaliser, puisqu'on est en circuit court et qu'on a une envie de local, mais que le local est interdit. Attention à cette phase de critères, à cette phase d'analyse qui vient derrière, à être plutôt global là-dedans, à ne pas se focaliser sur le transport ou d'autres choses comme ça, puisque là, en réalité, tout à l'heure, Hugo l'a évoqué dans sa présentation, l'agriculture est émettrice de gaz à effet de serre. L'alimentation dans son ensemble est aussi un vecteur dans ce sens-là. Donc, voilà, il faut être global dans votre construction de marché pour éviter d'être taxé de localisme.
Voilà pour cette partie-là. Je vous ai rajouté quelques petits tips en termes de stratégie d'approvisionnement. C'est quelque chose qui peut être intéressant pour avoir une construction un peu alors en entonnoir ou en pyramide. Voilà, on peut appeler ça de différentes manières, mais il est important de voir ça. C'est-à-dire que nous, on va définir, enfin moi quand je travaille avec des collectivités et nous au GAB Île-de-France, on va définir plusieurs échelles, une échelle qui sera bio et ultra locale. Donc là, on peut être travailler sur du gré à gré, sur des petits lots, sur vraiment un travail de proximité au territoire et vraiment sur une analyse très fine du territoire. Donc ça, c'est très bien de se rapprocher des différents acteurs économiques, bien évidemment, mais des acteurs de l'agriculture aussi. Le bio et local, là, on va plutôt parler d'une échelle départementale, voire régionale, suivant le territoire où vous êtes. Et puis le bio et limitrophe, donc là on va retomber sur la définition d'EcoCert en cuisine qui aujourd'hui définit le local sur l'Île-de-France et anciennes régions limitrophes. Alors il y a certains agriculteurs qui voient cette définition comme absurde puisqu'on peut aller chercher du local du fin fond de la Bourgogne. Alors voilà, ça pose des questions, mais ça ouvre, en tout cas pour nous en Île-de-France, une opportunité d'aller chercher notamment des bassins d'élevage viande que l'on n'a pas, donc du bovin notamment, caprin, qu'on n'aura pas du tout ou très très peu en Île-de-France, qui ne seront pas accessibles puisque en fait on a encore quelques postes d'élevage en Île-de-France, mais qui vont être soit en circuit court, donc on l'a vu, hein, qui vont très bien valoriser l'ensemble de leur carcasse, là où en restauration collective, on va venir sélectionner des morceaux qui ne sont pas forcément les plus nobles. On va beaucoup travailler avec des sautés, des cuissons plutôt longues pour aller chercher des viandes rouges, enfin des viandes issues de bovins notamment, mais qui vont être à bas coût. En tout cas, pas aussi cher que des morceaux type filet. Donc voilà, ça c'est une stratégie à avoir, à prendre en compte. Et puis après, quand on a réalisé nos marchés et qu'on achète nos produits, ça peut être intéressant de se dire qu'est-ce qui est en local, qu'est-ce que mon agriculteur avec qui je travaille peut me proposer sur ce produit-là. Très bien, il a, je prends. Très bien, il a pas, bah, je ne prends pas et je me dirige sur l'échelle régionale. Qu'est-ce que l'agriculture de ma région me propose en termes de petits pois, brocolis ou autres produits. Et s'ils n'ont pas, je me dirige sur l'échelle limitrophe. Et en fait, ça permet de faire travailler d'abord son territoire et puis après la suite. Voilà, c'est quelques petites actions à mettre en place au quotidien une fois que les marchés ont été réalisés et puis aussi à prendre en compte dans la phase de sourcing quand on veut travailler sur ces échelles-là. Voilà pour ça. En Île-de-France, je voulais juste évoquer ce point-là. On a une plateforme, une société coopérative d'intérêt collectif, donc une SCIC, qui aujourd'hui se développe, qui est avec 117 agriculteurs sociétaires, qui fonctionne avec une légumerie, donc qui est capable de fournir de la première gamme, donc des produits frais, et des produits transformés dans une certaine mesure, puisqu'on va aller sur du quatrième et cinquième gamme, sachant qu'il y a des projets pour faire des soupes. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui pourraient être mises en place dans les années à venir. Donc c'est aujourd'hui une coopérative qui fonctionne bien, qui développe et qui met en marché, surtout c'est un metteur en marché aujourd'hui sur l'Île-de-France d'importance, uniquement en bio, et qui propose donc les produits des agriculteurs du territoire. Voilà, on peut passer à la suite. Et là, je terminerai là-dessus sur les pratiques d'achat en alimentation durable. Donc, je reviens sur cette partie-là où on doit absolument travailler sur cette partie d'abord donc de comprendre le territoire. Donc, volume, surface, exploitation, qu'est-ce qu'il est possible en fait, qu'est-ce que le territoire produit et comment je peux travailler avec. Et donc, ça, c'est cette phase de sourcing qui, je reviens, qui est primordiale. Euh, Mettre en lien les acheteurs et les producteurs, c'est quelque chose d'important. Il faut prendre le temps, vraiment. J'insiste et j'insiste sur cette phase de sourcing qui est vraiment primordiale. Une fois qu'on a rédigé ce marché, ces commandes publiques, il faut rentrer dans une phase d'achat responsable. Et ces pratiques d'achat responsable durable, ça va passer par un travail de coordination et de communication entre les services. Tout à l'heure, j'évoquais les diètes, l'importance des menus. En fait, les menus, ça va être la pierre angulaire de plein de choses une fois que vous avez rédigé vos marchés et une fois que cette notion de circuit court peut être mise en place. Euh,
Je vous l'ai dit, hein, on va partir sur ce fonctionnement un peu pyramidal, c'est-à-dire que mon territoire produit en masse des brocolis, je peux les avoir à un coût raisonnable. Comment je vais faire pour intégrer des brocolis avec une fréquence importante pour bénéficier de ces produits-là, pour les mettre en valeur et pour ne pas lasser mes convives. Et donc voilà, on va retomber sur ce travail-là, et ça, c'est un travail qui est donc à mettre en place après en adaptation et en planification avec les producteurs du territoire. La notion de gaspillage alimentaire qui est hyper importante, on l'a vu aussi également tout à l'heure, du coup je ne vais pas m'attarder dessus, mais à travers cette slide-là, il y a des mots-clés qui sont vraiment, vraiment hyper importants. La planification, de dire à mon producteur ou à mes producteurs, l'année prochaine, je vais avoir besoin de 10 tonnes de courgettes, 15 tonnes de potimarron. Lui, ça lui permet, ou eux d'ailleurs, ça leur permet de produire en conséquence. Et voilà, on peut travailler sur un engagement comme ça, bipartite ou tripartite, si on met dans l'équation des fournisseurs de la restauration collective, des sociétés de restauration collective, euh, type Sodexo, Elior et compagnie. Voilà, je m'arrête là-dessus parce que je crois que j'ai été à peu près OK en termes de timing. Je suis désolé si j'ai dépassé très légèrement, mais voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Clément. Il y a quelques questions dans le chat, que je vais faire remonter et quelques remarques. Hem On pose une question effectivement sur, la possibilité d'adapter les critères aux particularités de la ferme, sans ajouter de préférences géographiques. Est-ce que utiliser les termes circuit court et ou issu d'un approvisionnement direct est possible? Je me permets d'y répondre, mais Clément, n'hésite pas à me compléter. Oui, c'est possible puisque, la notion de circuit court et d'approvisionnement direct, est relative en fait à un mode de commercialisation et non pas, une préférence géographique. Ça veut aussi dire que potentiellement, vous pouvez avoir du circuit court avec, une distance géographique, très, très lointaine. Mais pour autant, en mettant en application, les bons conseils, de Clément sur le sourcing, ultra local avec cette, notion, d'aller, consulter des fournisseurs potentiels de manière, avec des cercles concentriques de plus en plus larges, vous pouvez effectivement, favoriser, le localisme de cette façon-là. Et si ça vous intéresse, je vous transmettrai, à tous et toutes, une réponse qui nous a été apportée par, hem, maître Holterbach du cabinet Fidal avec lequel on travaille, sur, ces critères, circuit court avec des recommandations de rédaction aussi, très claires et une explication, juridique, très, pointue, sur, pourquoi c'est possible en fait, d'avoir, recours à ces termes-là, à la fois dans les critères ou dans les clauses. Voilà, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Clément, par rapport à ça? Je peux juste ajouter que adapter ces critères aux particularités de la ferme, c'est pas forcément ce qui va être conseillé, enfin en tout cas en tant que tel, on va aller chercher des particularités techniques. Parce que là où on ne peut pas aller chercher la particularité géographique, on peut aller chercher des particularités techniques. Si, par exemple, vous visez un bassin d'élevage particulier parce que vous voulez une race à viande très particulière élevée d'une certaine manière, ça peut être un biais, alors à travailler, hein, évidemment, et à faire relire, mais c'est ce genre de points-là qu'on va aller chercher, des particularités techniques, plutôt que des particularités vraiment géographiques ou qui peuvent être assimilées à ça. Tout à fait et le travail de sourcing permet vraiment, d'aller, affiner et je le précise, parce que je sais que parmi les acheteurs publics, on peut avoir parfois une petite, appréhension à aller discuter avec les potentiels fournisseurs, mais c'est vraiment, encadré par le code de la commande publique depuis 2016. C'est une possibilité qui vous est donnée justement pour, préciser votre besoin, aller affiner vraiment l'allotissement, les critères que vous allez utiliser, le cahier des charges, voir si vos fournisseurs potentiels sont en mesure de répondre aux contraintes que vous aviez en tête ou non. Hem, donc voilà, faites du sourcing, c'est globalement le conseil qu'on donne à chaque webinaire, du programme Achat circulaire et solidaire parce que c'est la clé de réussite pour des marchés publics, vertueux. On a également une, remarque dans le chat, je conseille également de travailler sur la nomenclature interne, ceci pour permettre, de passer, en procédure de gré à gré, surtout dans les collectivités ayant beaucoup d'achats, par exemple sur les fruits tropicaux, les fruits non tropicaux et cetera et cetera. Effectivement.
Je me permets de clôturer cette session de questions-réponses puisqu'il est déjà 11h50 et on a encore une petite partie, à savoir la présentation de portraits de porteurs de solutions, pardon, par David Paez de l'Agence des économies solidaires. Merci beaucoup. Merci Eva, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc du coup, en préparation de ce webinaire-là, donc nous avons ciblé deux acteurs engagés sur les thématiques et je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont pouvoir faire écho avec tout ce qui a été vu en amont. Du coup, le premier de ces acteurs, en tout cas que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc c'est Cresna, qui est une coopérative qui est située à Clermont-Ferrand, mais qui a une zone d'intervention qui est nationale, qui a presque 15 ans d'existence sur le territoire, et du coup qui part du constat que pour parler d'alimentation et de changement, il fallait un petit peu englober et accompagner l'ensemble des parties prenantes en faisant du sur-mesure. Donc, par définition, du coup, l'ensemble des acteurs concernés et les publics qui sont visés vont être les approvisionneurs, la collectivité, les agents, à la fois en côté cuisine, mais aussi en côté salle. Il y a une grande importance aussi sur ce volet côté salle, puisque du coup, un des publics aussi visés sont les consommateurs, qu'ils appellent régulièrement les mangeurs, entre guillemets. Du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont une offre de service assez large et assez bien définie, puisque du coup, l'idée, c'est de se dire, partons dans un premier temps sur une idée de diagnostic. Qu'est-ce qui est mis en place et notamment côté cuisine, mais aussi comment ils vont observer, là on a plutôt parlé des jeunes, mais comment ils vont observer les jeunes, comment ils se comportent à table, par rapport à la nourriture, par rapport aussi à leur attitude, à la sociabilisation de ce moment-là. Et ils vont pouvoir, suite à ça, pouvoir proposer et accompagner la collectivité à cadrer, on va dire, le projet, en travaillant notamment peut-être sur des volets un peu plus sur le gaspillage, sur le tri, sur la valorisation, mais aussi et beaucoup sur la question du goût. Ils travaillent notamment avec les programmes alimentaires territoriaux, donc les PAT, et comment faire en sorte de relier l'enfant, en tout cas les mangeurs entre guillemets, et l'assiette, en se disant on va apporter aussi un projet d'éducation à l'alimentation pour pouvoir travailler sur ces volets-là et en même temps faire le lien avec les cuisines en se disant comment on arrive à construire un projet et des menus qui font sens, qui font écho, qui favoriseront le bien manger et lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a tout un panel de formations aussi qui sont proposées, toujours tournées vers ces questions-là. Beaucoup de choses qui sont bien sûr sur mesure et on y trouve ce que je vous disais sur développer le goût, construire son plan alimentaire, construire ses menus, mais aussi comment végétaliser l'assiette des convives. Donc tout un tas de formations qui peuvent être adressées à l'ensemble de ces acteurs-là. Bien sûr, ils accompagnent sur cette définition du plan d'action et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils proposent aussi sur leur site en ligne un espace pédagogique qui est à prix libre et donc du coup, il y a différentes choses qui sont proposées à partir même de 0 €. D'autres, donc là, c'est le cas de l'exemple que je vous marquais sur la slide avec le kit péda sur végétaliser l'assiette des plus de 60 ans et donc du coup, il y a pas mal de ressources facilement accessibles pour vous à des tarifs assez bas et à partir de 0 €, on va dire. Donc ça, c'est assez intéressant. Le deuxième point qui est aussi tout à fait intéressant, c'est qu'ils ont un concept de boîte à idées. Donc du coup, si vous avez des besoins, des problématiques, de pas hésiter à poster directement sur leur site ces boîtes à idées et tous les 3 mois, en fait, ils se réunissent au sein de la coopérative pour travailler sur ces sujets-là, pour essayer de voir, s'il y a eu beaucoup de questions là-dessus, que c'est un sujet sur lequel il va falloir beaucoup travailler et proposer et adapter leur module et développer une nouvelle offre qui sera la plus adaptée en vous faisant bien sûr un retour. En termes de référence, du coup, ils sont très présents du coup sur leur territoire et notamment Puy-de-Dôme, la Drôme, sur lesquels ils ont beaucoup travaillé et notamment avec des projets de lutte contre le gaspillage alimentaire dans des collèges, avec 5-6 collèges par an. Donc du coup, ils sont capables de travailler sur, des volumes assez conséquents sur une même année, et de manière assez qualitative. Voilà pour cette première structure, donc Cresna.
La deuxième, donc c'est Food Biome, du coup une entreprise à mission un petit peu plus récente puisqu'elle a été créée il y a quasiment 3 ans, située à Paris avec une douzaine de salariés. Eux, donc du coup ils sont partis plutôt du constat et la volonté, on va dire, de restaurer le lien alimentaire sur le territoire. Et leur constat, c'est moins de 5% de ce qui est produit reste sur le territoire, donc du coup, ce qui provoque une dépendance ultra forte au niveau des importations. Et donc du coup, de se dire comment on arrive à travailler sur ces notions-là et de pouvoir relocaliser l'alimentation. Ils ont, on va dire, 2 axes assez forts. Le premier qui est un bureau d'études, avec comme volonté de pouvoir mettre en œuvre des projets d'infrastructures alimentaires sur les territoires. Et le deuxième qui est un incubateur, on va dire, de start-up pour, accompagner les solutions innovantes et soutenir les différents entrepreneurs sur ces, questions-là. L'offre de service, donc, on est beaucoup sur une approche, bien sûr assez conseil avec des études de faisabilité d'ateliers de transformation. On en parlait tout à l'heure avec Hugo, tout ce qui va être légumerie. Donc du coup, s'il y a un projet, au sein de la collectivité de mettre en place, en tout cas d'étudier la mise en place d'une légumerie sur le territoire. Donc du coup, c'est des choses, qui, sont en mesure de faire et l'ont fait notamment pour, Bordeaux, Métropole. Pour la conception de hubs logistiques, bien sûr, des études d'opportunités de filières agricoles et d'accompagner sur des programmes alimentaires, sur le territoire. Donc c'est, tout ce volet-là sur lequel ils travaillent. En termes d'exemples, donc du coup, ils ont travaillé notamment avec Paris-Saclay sur ce volet-là, qui avait du coup un terrain, en tout cas une foncière de 70 hectares pour développer un programme utile au territoire. Donc du coup, en fait, il fallait rencontrer l'ensemble des acteurs. En fait, c'est un des liens, on va dire, avec l'ensemble des sujets. C'est-à-dire que quand on parle d'alimentation, on parle à la fois des producteurs, des agriculteurs, des circuits d'approvisionnement, de la logistique, des mangeurs, des consommateurs. Et donc du coup, il y a une étude globale qui doit être faite. Et donc du coup, ils ont étudié tout ce projet-là pour se dire comment sur le territoire on arrive à proposer, aux agriculteurs des structures, comment on arrive à mettre en place potentiellement une unité de transformation et comment on arrive notamment à approvisionner les espaces de restauration collective sur place. Donc voilà ce projet-là et donc du coup leur recommandation a notamment été de pouvoir mettre en place une légumerie sur le territoire en lien avec les agriculteurs locaux et leurs besoins et surtout, leur, capacité de production. Voilà pour ces 2 structures. Désolé si j'ai fait un petit peu vite, il est 11h59 et je voulais terminer en temps et en heure, bien évidemment. Merci beaucoup David, c'était très complet. On vous transmettra également des slides, un petit peu, complétés dans le support, mais on voulait garder ça assez, léger. Écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Je n'ai pas vu d'autres questions, dans le chat. Stéphanie, si tu en as reçu par mail, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait un souci avec, l'utilisation du chat pour les utilisateurs de la dernière version de Teams. N'hésite pas à me dire, mais si ça n'est pas le cas, je vous propose qu'on puisse Excusez-moi, il y a une conclure. question. Ah, il y a une question, super. Pardon, il y avait une question, mais qui s'adressait peut-être plutôt à Clément sur comment prouver la réduction de 50% lorsqu'aucune mesure n'est réalisée à ce jour. La réduction du gaspillage, j'imagine. Moi, ce que je conseille, c'est de me baser sur les chiffres, grosso modo, ceux que nous a présenté Hugo tout à l'heure. En fait, se baser sur des moyennes nationales qui sont celles de l'ADEME. En l'absence de chiffres, il est très compliqué en fait de faire des diagnostics et de se baser sur des chiffres d'aujourd'hui. Ça peut être mis en place, c'est quelque chose voilà, qui peut être mis en place afin de pas perdre de temps. En général, moi, quand je mets en place ce genre de projet, je conseille d'aller sur les chiffres de l'ADEME qui propose une moyenne nationale et ensuite de mettre en place progressivement et voilà, en ayant bien réfléchi avec un bon groupe de travail sur des pesées qui soient réalistes dans un second temps. Mais d'abord, on se base sur les moyennes qui sont fournies à l'échelle nationale et qui correspondent au modèle que l'on a. Voilà. Très très clair, merci beaucoup. Je vois Hugo, approuver, donc j'imagine que ça va dans ce sens aussi. Hem Je voulais aussi vous repréciser, puisqu'on n'a pas eu, la chance d'avoir le témoignage en binôme, de la SKIC, Nourrir l'avenir. C'est le troisième portrait d'acteur qu'on aurait pu vous présenter.
qui propose donc tout le panel de services qu'a mentionné Monsieur Mercier. Et puis, je voulais aussi vous repréciser une dernière fois, même si ça a été fait dans le chat déjà par Stéphanie, que l'appel à candidature des trophées de l'économie circulaire et solidaire est encore ouvert jusqu'à demain. Donc, commune ou EPT de la métropole du Grand Paris, si vous souhaitez valoriser une collaboration en économie circulaire avec une structure de l'économie sociale et solidaire, n'hésitez pas à déposer votre dossier. On se fera un plaisir de l'analyser. Et voilà. Merci beaucoup à tous les intervenants de cette session qui était très riche, très dense. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu trouver un certain nombre d'informations qui vous seront utiles pour la mise en place de vos projets. Et n'hésitez pas à solliciter la métropole si vous souhaitez aller plus loin sur la mise en place de ces projets sur votre territoire. Très bonne journée à tous et à toutes. Je vais fermer ce webinaire et couper l'enregistrement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.